Bienvenue dans ce podcast consacré à la maladie de Fabry. Je m'appelle Annick van der Kruijsen et je suis ici aujourd'hui à l'hôpital avec le professeur François-Guillaume Debray et la patiente Cassandra pour discuter plus en détail de la génétique et de la maladie de Fabry. Ce podcast est un projet de Box ASBL, organisation belge pour les enfants et les adultes atteints de maladies métaboliques. Il a été rendu possible grâce au soutien de Chiesi. Bonjour professeur François-Guillaume Debray. Bonjour Cassandra, je suis ravie de vous voir aujourd'hui. Et Cassandra, j'aimerais commencer avec vous. Alors, la maladie de Fabry est héréditaire, on le sait tous les deux, et on parle d'une hérédité liée à l'X. Saviez-vous à ce qu'ils entendent par là ? Oui, bonjour. Oui, je sais. Donc, je suis au courant, évidemment, de la maladie. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, si on est un homme, en fait, c'est le X qui est malade. Donc, si on a un homme, qu'on a un garçon, du coup, on va pas donner le X malade puisqu'on donne le Y. Par contre, un homme qui a d'office une fille donne son X malade, donc d'office sa fille sera malade. Moi, dans mon cas, je suis une femme, donc j'ai 2 chromosomes X, et donc j'ai une chance sur 2 donc de donner ma maladie à mes enfants. Donc oui, je suis bien informée à ce niveau-là. Je l'entends bien. Professeur, pouvez-vous expliquer le modèle héréditaire, s'il vous plaît ? Oui, donc comme Cassandra vient de l'expliquer, c'est ça le principe. C'est une condition qui est liée à l'X. Les hommes ont un chromosome X et un chromosome Y. Les femmes ont 2 chromosomes X. Et donc, fatalement, c'est une maladie qui va se transmettre de génération en génération. Comme Cassandra l'a expliqué, les hommes transmettent à leurs filles, les femmes peuvent transmettre à leurs filles et à leurs garçons, puisqu'elles ont 2 chromosomes X, une fois sur 2. Donc, l'important ici, c'est de signaler que c'est une maladie qui est transgénérationnelle. Donc, c'est une maladie qui circule dans la famille de génération en génération, contrairement à beaucoup de maladies génétiques ou métaboliques où on n'a pas forcément cette transmission familiale. Professeur, j'aimerais rester avec vous pour la prochaine question. Est-il utile de dresser un arbre généalogique ? Oui, donc comme je viens de l'expliquer, compte tenu de la transmission transgénérationnelle, c'est vraiment important de dresser l'arbre généalogique de la famille étendue parce que en faisant cela, on va pouvoir repérer des personnes de la famille qui sont peut-être atteintes de la maladie de Fabry et qui ne le savent pas. On va en rediscuter un peu plus tard, mais la maladie de Fabry, c'est une maladie dont les présentations sont assez variables d'un individu à l'autre et on peut tout à fait être atteint de la maladie sans le savoir. Donc l'arbre généalogique va permettre de repérer ces personnes-là et qu'elles vont pouvoir éventuellement bénéficier d'un traitement. Alors Cassandra, j'aimerais rebondir là-dessus avec vous maintenant. Avez-vous construit un arbre généalogique dans votre famille ? Alors, on n'a pas vraiment construit tel quel un arbre généalogique. Par contre, étant donné qu'un cousin de ma maman était atteint et qu'il l'a découvert malheureusement trop tard, mais quand il a su que c'était héréditaire, à ce moment-là, il a fait appel à toute la famille. Alors, tout le monde est allé passer les tests. Donc, ça s'est dit vraiment de vive voix, quoi. Alors, tout le monde a participé, si je comprends bien. Oui, tout le monde a participé, sachant que c'était génétique, tout le monde avait le risque de l'avoir. Donc, finalement, tout le monde s'est pressé d'aller passer les tests, quoi. Ok, Cassandra, je sais que vous avez 2 enfants. Oui. Une fille et un garçon. Avez-vous pensé aux conséquences pour vos enfants ? Oui et non. J'ai pas réfléchi vraiment si je le savais qu'ils pourraient être malades, tout en me disant que dans le futur, de toute manière, je suis sûre qu'il y aura encore des avancées et qu'ils n'auront pas, peut-être pas les traitements lourds que j'ai actuellement et que je suis derrière aussi pour les soutenir au cas où. Donc, j'ai plus pensé à cet aspect-là, tout en sachant que oui, j'avais un risque de transmettre ma maladie. Donc, Ils ont 8 ans et 5 ans, vous avez dit. Oui. Vous en parlez avec eux ? Oui, ils sont au courant de tout. Ils participent aux traitements qui se font à la maison. Ils savent que j'ai un porte-à-4. Ma petite, encore de 5 ans ce matin, m'a encore dit « Oh maman, t'as mal à ton porte-à-4 ?» Donc, ça me fait bizarre de me dire qu'à 5 ans, elle connaît déjà ce mot-là. Mais parce que, ils sont aux petits soins avec moi. Quand ils sont là, lors de mes perfusions, ils sont aux petits soins. Maman, tu vas coucher, maman, tu vas à boire. Et ils savent très bien ce que c'est et je leur explique. Et voilà, ça fait partie de leur quotidien aussi, finalement. Donc, Professeur, si un patient souhaite avoir des enfants,
Est-ce un problème selon vous et comment est-ce que vous en discutez? Eh bien, donc on reste dans la génétique là. Donc le mode de transmission fait que effectivement il y a un risque important de transmettre pour une femme en particulier 1 sur 2. C'est quelque chose qui est discuté évidemment en consultation à l'avance. Les patients doivent évidemment bien comprendre ce mode de transmission. Après, c'est une maladie pour laquelle on a très rarement des demandes de diagnostic prénatal parce que c'est une condition pour laquelle on va généralement pas faire de procédure de type interruption médicale de grossesse dans ce genre de situation. Donc souvent les patients, je veux dire, acceptent entre guillemets le risque et le diagnostic se fera plus tard une fois que l'enfant est né. Donc rarement de diagnostic prénatal et personnellement nous n'avons pas encore eu de demande de diagnostic préimplantatoire, là, de diagnostic avec fécondation in vitro et sélection d'embryons. C'est pas quelque chose qui est pratiquement couramment réalisé dans la maladie de Fabry. Alors parlons un peu du diagnostic. Comment se fait le diagnostic, professeur, et combien de temps faut-il en moyenne pour qu'un diagnostic soit posé? Alors la maladie de Fabry, c'est une maladie métabolique et elle est liée à la déficience d'un enzyme. Et donc nous avons 2 moyens possibles d'approcher le diagnostic. Soit on fait le dosage de l'activité, ce qu'on appelle l'activité enzymatique, ça se fait dans la prise de sang. Ou bien l'autre possibilité, c'est d'aller regarder immédiatement dans l'ADN, dans le gène qui code pour cet enzyme. Les 2 méthodes sont fiables, en tout cas chez les hommes. Pour les femmes, à cause de la problématique des 2 chromosomes X, on est obligé de recourir uniquement et directement aux tests ADN. Ce sont des tests sanguins qui prennent quelques semaines ou quelques mois. Donc ce ne sont pas des analyses extrêmement complexes et fastidieuses, mais il faut quand même compter souvent 4 à 6 semaines pour avoir un résultat. Cassandra, avez-vous eu des symptômes longtemps avant que le diagnostic ne soit posé? Si je me rappelle, j'avais 11 ans. C'est un peu vague, mais il me semble que non. Je pense que j'ai eu des symptômes et puis que finalement tout s'est mis en même temps. Je pense que je dois avoir des symptômes 1 semaine ou 2 avant que je sache que la maladie existe et qu'on fasse des examens. C'est le souvenir que j'ai. Mais je pense pas que j'ai beaucoup souffert sans savoir ce que c'était, en tout cas. J'avais 11 ans, donc c'est un peu loin. Et quand même, ce moment, était-il un soulagement de savoir? Oui, quand même, parce que c'était quand même des douleurs assez bizarres. J'avais les pieds et les mains qui brûlaient. Je me rappellerai toujours cette fois où je m'étais fait gronder en classe par la prof de religion et que je remontais chez moi. Et je ne sais pas si c'est cette peur qui a provoqué un stress et que du coup, j'ai commencé à avoir ces douleurs. Et je me rappelle, oui, donc que je remontais à la maison et que j'avais ces douleurs, j'avais les pieds et les mains qui brûlaient et je me demandais ce que c'était. C'était la première fois que j'avais ces symptômes-là et donc c'était bizarre. Donc oui, finalement, après, quand j'ai su que c'était la maladie de Fabry, oui, tout s'expliquait finalement. Donc voilà, quand on a 11 ans, on se demande un peu ce que c'est. Absolument. Et je me demande aussi s'il y avait encore des autres problèmes ou des autres inconvénients pour vous à ce moment-là, avant d'avoir eu le diagnostic. C'était plutôt les douleurs au niveau des mains, des pieds. Maintenant, c'est vrai que j'ai eu une méningite à l'âge de 8 ans, donc on mettait aussi tout sur la méningite. Donc j'avais peut-être d'autres symptômes, mais qu'on mettait toujours sur la méningite, alors que finalement, c'était peut-être lié à la maladie de Fabry. Mais à l'époque, on ne le savait pas, donc... Pensez-vous qu'il existe une différence de traitement ou de symptômes, justement, entre vous et les patientes de sexe opposé? Je sais que les hommes, apparemment, sont plus atteints que les femmes, qu'ils souffriraient plus que les femmes. C'est vrai que si je compare avec mon petit frère, lui est plus atteint niveau, peut-être, il a plus de taches d'angiokératome, sur la peau que moi, je pense que ça tend à disparaître. Ou lui, il a eu plus de soucis de santé aussi. Franchement, ça dépend. Maintenant, dans mon entourage, oui, j'ai un cousin qui est plus atteint, mais on l'a découvert plus tard aussi. Il n'y avait pas de traitement à ce moment-là, donc et j'ai pas beaucoup de personnes. Je connais pas beaucoup de personnes qui sont atteintes pour pouvoir comparer, je vais dire. Je sais d'ordre général, enfin
en me documentant que c'est les hommes qui sont plus atteints. Mais dans mon entourage, moi, par exemple, avec mon frère, tout dépend. Il y a des moments où c'est lui qui souffre un peu plus. Il y a des moments où c'est moi. Donc, ça dépend. Professeur, y a-t-il une différence entre les hommes et les femmes avec Fabry ? Oui, tout à fait. Comme Cassandra vient de l'expliquer, effectivement, les femmes, elles ont 2 chromosomes X, donc elles ont une copie supplémentaire du gène, tandis que les hommes, ils ont un seul chromosome X. Donc, lorsque le gène est défectueux, ils n'ont pas cette copie entre guillemets de secours. Le résultat, c'est que les hommes ont des atteintes en moyenne un peu plus sévères et un peu plus précoces et un peu plus évolutives que chez les femmes. Mais c'est une notion statistique. Les femmes sont également atteintes. Si on prend des cohortes de patients, on verra qu'en moyenne, les symptômes sont un peu moindres et un peu plus tardifs chez les femmes. C'est surtout vrai aussi pas seulement pour les signes de douleur dont Cassandra vient de parler, mais pour les atteintes organiques de la maladie, atteintes rénales, atteintes cardiaques, atteintes cérébrovasculaires, elles sont en moyenne, ces complications surviennent une dizaine d'années plus tôt en moyenne chez les hommes par rapport aux femmes. Professeur, toutes les formes de traitement sont-elles discutées avec les patients ? Des essais cliniques sont-ils proposés à eux ? Alors, il y a différents traitements possibles. Évidemment, au moment où le diagnostic est posé chez un nouveau patient, nous avons une discussion avec le patient sur les différentes possibilités de traitement, les avantages, les inconvénients de chacun d'entre eux. Si une étude clinique est disponible à ce moment-là, ce qui n'est pas toujours le cas, elle est éventuellement discutée également. Et donc, ça fait partie de la discussion de base. Une fois que le traitement est démarré, les changements de traitement peuvent être discutés en fonction de l'évolution du patient. Si la réponse au traitement choisi n'est pas bon, on peut à ce moment-là avoir une discussion ouverte. C'est relativement rare en définitive de changer de traitement une fois qu'on a commencé un traitement chez un patient, parce que chaque changement de traitement peut être associé à des effets secondaires nouveaux, et notamment des réactions allergiques aux enzymes que l'on infuse. Donc on préfère ne pas trop changer de traitement lorsqu'on a démarré chez un patient. Alors Cassandra, connaissez-vous les différentes formes de traitement et les options possibles à l'avenir ? Oui, j'ai été bien informée à ce niveau-là. Moi-même, j'ai commencé un traitement et puis vu que ça ne m'aidait pas vraiment, que j'avais toujours autant de douleurs, on a préféré changer. Et là, depuis, j'ai toujours le même, depuis plus d'une dizaine d'années, je dirais. Où là, maintenant, je suis habituée avec ce traitement-là, mais je sais très bien que si j'ai une question ou quoi que ce soit, le docteur Debré répond toujours à mes questions. Donc je suis bien suivie à ce niveau-là et bien informée. Magnifique à entendre. Saviez-vous, Cassandra, à quoi vous attendre dans l'avenir ? Comment est-ce que la maladie va évoluer chez vous ? Vous avez une idée de ça ? Oui, j'ai une idée. Maintenant, je sais que le traitement par perfusion est là aussi pour stopper l'évolution de la maladie. Donc, je fais confiance. Je sais que tant que j'ai mon traitement, que je le suis bien régulièrement, qu'il n'y a pas de souci à me faire à ce niveau-là, je reste confiante. Professeur, l'évolution de la maladie est-elle discutée avec les patients ? Oui, alors c'est une maladie complexe, multisystémique. Chaque année, on fait un bilan complet de toutes les atteintes possibles. On vérifie qu'il n'y a pas d'atteinte rénale, on vérifie qu'il n'y a pas d'atteinte cardiaque. Et donc, on a vraiment une feuille de route que l'on suit chaque année pour voir s'il apparaît des complications, des troubles de l'audition. Donc, il y a vraiment un bilan très détaillé qui est réalisé chaque année et ces résultats sont évidemment discutés en consultation lorsqu'on a tous les résultats. Ce bilan fait d'ailleurs partie de la demande de prolongation du remboursement de ces médicaments qui sont très coûteux. Alors Cassandra, j'aimerais savoir si les gens autour de vous, votre environnement, est-ce qu'ils comprennent ce que ça implique pour vous ? Est-ce que vous recevez du soutien ? Pas toujours. Je vais dire que les gens, étant donné que c'est une maladie qui ne se voit pas, d'un côté c'est positif, mais d'un autre côté c'est négatif, puisque les gens ont tendance à oublier que je suis malade. Et même si je leur explique, j'ai déjà eu des commentaires du style « Oh, il y a pire que toi ». Donc c'est vrai, ils n'ont pas tort, mais voilà, c'est juste qu'il y a des moments où on n'est pas trop bien et que les gens ne comprennent pas toujours. C'est toujours bizarre quand je dis que j'ai les pieds et les mains qui brûlent. Pour eux, ils comprennent pas trop.
Mais ils sont quand même gentils, je veux dire, que ce soit mes collègues sont compréhensifs, mes chefs également, donc à ce niveau-là, j'ai pas de soucis. Mon mari, mes enfants sont là pour me soutenir et ils comprennent tout à fait. Maintenant, oui, c'est vrai qu'on a toujours tendance à oublier. Donc maintenant, moi aussi, j'essaye de vivre le plus normal possible, jusqu'au moment où mon corps me dit non, stop, n'oublie pas que t'es malade. Et là, c'est vrai que quand tout le monde me voit agir comme eux, ils se disent non, ça va en fait. Puis finalement, la réalité revient et là, du coup, tout le monde se dit en même temps que moi finalement, non, c'est vrai, elle est malade, donc on doit un peu se stopper, on doit un peu. Donc c'est pas toujours évident. Professeur, parmi votre patientèle, est-ce que vous entendez que les gens se plaignent, que les gens les comprennent pas, ou est-ce qu'ils reçoivent du soutien, à votre avis? Alors c'est une question difficile parce que c'est très variable évidemment d'une situation à l'autre, hein. Chaque situation est particulière, mais globalement effectivement on peut quand même dire que ce manque de reconnaissance et de compréhension de la maladie par l'entourage des patients est quand même un problème récurrent qui est lié, comme Cassandra l'a dit, au fait que c'est une maladie qui ne se voit pas, que les plaintes douloureuses sont des plaintes par définition subjective, et que même lorsqu'on a une maladie organique, à moins d'être vraiment en insuffisance rénale terminale et d'être en dialyse, l'insuffisance rénale ne se voit pas non plus, les problèmes cardiaques ne se voient pas. Donc oui, c'est quand même une plainte récurrente de la part des patients, c'est ce manque de reconnaissance de la part de l'entourage, et pas seulement la maladie, mais aussi les contraintes du traitement, hein. Je ne sais pas si on va en parler, mais ce sont des perfusions toutes les 2 semaines par injection intraveineuses qui sont quand même assez lourdes, qui prennent plusieurs heures, et ce sont les contraintes du traitement sont aussi lourdes et parfois peut-être minimisées par l'entourage. Justement, professeur, j'aimerais rebondir là-dessus tout de suite. Les patients doivent-ils souvent s'absenter du travail, de l'école, en raison de leur maladie ou de leur traitement ? Eh bien, donc, ça dépend du traitement. Le traitement le plus répandu, ce sont des perfusions d'enzymes recombinantes, qui nécessitent effectivement une bonne demi-journée, voire souvent une journée de perfusion, qui se font soit à l'hôpital. Maintenant, on a certains projets pilotes de thérapie à domicile, mais voilà, ça prend le temps, et donc ce sont une source forcément d'absentéisme. D'autres traitements ne nécessitent pas ces perfusions, donc on a un traitement oral, par voie orale, qui doit se prendre tous les 2 jours. Néanmoins, ce sont des patients qui doivent avoir régulièrement des examens médicaux, passer chez le cardiologue, faire un test à l'effort, faire des analyses de sang, d'urine, des consultations médicales. Donc c'est l'ensemble de la prise en charge à une certaine lourdeur. Cassandra, avez-vous l'impression d'être souvent absent du travail à cause de votre maladie? Moi, en fait, j'ai dû prendre un congé parental. Je veux dire, je me suis un peu servi de ça pour pouvoir avoir un vendredi sur 2 de congé pour pouvoir réaliser mes traitements à domicile. Je veux dire que sans ça, j'aurais été obligée de le faire le week-end. Avant d'avoir mon congé parental, je le faisais le week-end. Mais en sachant que j'ai des enfants qui ont des activités, ça devenait très compliqué. Et puis j'étais fatiguée le week-end, du coup, je pouvais pas profiter avec mes enfants, donc j'ai été amenée à prendre un congé parental et utiliser celui-là pour faire mes traitements. Maintenant, oui, je suis souvent fatiguée puisqu'on a une fatigue chronique, que j'ai une vie de famille, des enfants. Oui, évidemment, je suis plus vite fatiguée, donc oui, je m'absente quand même régulièrement puisque j'ai besoin, mon corps me dit stop et j'ai besoin de me reposer, de me ressourcer, pour pouvoir me remettre d'aplomb et pouvoir recommencer à reprendre le boulot et le train-train quotidien avec la vie de famille, les enfants, etc. Donc oui, malheureusement, je m'absente quand même, je vais pas dire souvent, mais ça arrive, quoi. Et trouvez-vous ça difficile de parler de votre maladie à vos collègues ou à vos amis ? Il faut dire que oui, quand je téléphone par exemple au travail pour dire je suis absente parce que à cause de ma maladie, j'ai toujours l'impression que c'est abstrait. On se dit ah oui, mais on ne sait pas plus finalement. Donc moi je sais, mais d'un autre côté, je suis pas à l'aise. Mes amis non, je suis
pas mal à l'aise d'en parler. J'en parle, si on m'en parle, j'en parle librement. Des fois, on me pose des questions, des fois pas, ça dépend, mais je suis très à l'aise avec ça. Donc, si on me pose des questions, j'en parle, j'explique. Et des fois, on comprend, des fois, on va comprendre sur le moment, des fois, on va oublier, des fois pas. Ça dépend, en fait. Professeur, les patients ont-ils des difficultés à parler de leur maladie à leurs camarades de classe, par exemple, à leurs collègues, à leurs futurs partenaires, à leurs amis, etc. Mais encore une fois, hein, ce sont des situations très personnelles et particulières. Un patient n'est pas l'autre. Quand même, globalement, j'ai l'impression que de plus en plus souvent, il y a une certaine ouverture, notamment dans le milieu scolaire. Ce sont pas des maladies qui sont entre guillemets cachées. Parfois, certains profitent entre guillemets de ça pour faire un travail d'école ou une élocution chez les plus jeunes. Donc voilà, il y a toujours des situations différentes, mais c'est quand même une maladie dont on peut parler. Après, c'est pas pour ça qu'elle est bien comprise par l'entourage, mais c'est pas une maladie qui, entre guillemets, est entourée d'un grand tabou, il me semble. Les personnes atteintes de Fabry trouvent-elles facilement des loisirs? Peuvent-ils faire de l'exercice? Alors, il n'y a pas de contre-indication médicale, évidemment, à faire de l'exercice. Au contraire, hein, l'exercice physique, c'est bon. C'est quand même une maladie multisystémique, en tout cas chez l'adulte, avec une possible atteinte cardiaque. Donc, en soi, il n'y a pas de contre-indication. Malheureusement, ce sont dans la maladie de Fabry, les patients ont souvent des phénomènes de douleurs, des douleurs neuropathiques, qui sont renforcées notamment par les changements de température, parfois internes, la chaleur, et c'est des patients qui ont parfois un déficit de transpiration, et donc l'exercice physique, en pratique, malheureusement, souvent, peut entraîner des douleurs, des crises de douleurs neuropathiques au niveau des mains et des pieds. Et donc ça, c'est le facteur limitant, auto-limitant, si je puis dire, lié à la maladie. Et pour vous, Cassandra, est-ce que c'était facile de trouver une activité de temps libre? Oui, quand même, déjà de par la fatigue, puisque finalement, quand je travaille la journée, puis que je dois m'occuper des enfants, c'est déjà fatigant pour quelqu'un, je veux dire, en bonne santé. Donc, moi, j'ai vraiment plus le courage d'aller faire une activité, un sport ou autre. Maintenant, il est vrai qu'il a fallu que je cherche un sport qui me soit adapté. Donc, tout un temps, j'allais à la salle de sport. Comme ça, je savais que je pouvais aller à mon rythme. Et si ça n'allait pas, que j'avais évidemment les pieds et les mains qui brûlaient, je pouvais me stopper quand je voulais. J'ai tenté la Zumba, où c'était qu'1 heure, où là, malgré tout, j'étais quand même fière parce que finalement, ça se passait bien. Tout dépend. Maintenant, c'est vrai que je peux pas dire de faire, par exemple, de la danse ou plusieurs fois semaine ou sport d'équipe ou j'ai dû beaucoup chercher pour voir. Et maintenant, bêtement, je vais dire ici, on est entre 2 saisons. Je vais dire, un jour il fait chaud, un jour il fait froid. Bêtement, là, je dois mettre des chaussures fermées parce qu'il pleut et parce qu'il fait pas très chaud. Mais le simple fait de marcher, je sais pas moi, 2 kilomètres, j'ai les pieds qui brûlent et je suis pas bien en fait. Donc ça, c'est l'inconvénient quand on est entre 2 saisons, parce que d'un côté, il fait chaud, mais pas trop. Je peux pas mettre des chaussures ouvertes parce que il pleut. Donc du coup, je mets des chaussettes. Je suis renfermée, je veux dire, mes pieds sont renfermés dans des chaussures. Et du coup, le simple fait de marcher ou d'être dans la voiture dans un endroit chaud, là, je me sens pas bien, quoi. Donc, j'ai les pieds et les mains qui brûlent et j'ai besoin de me reposer et d'enlever mes chaussures et donc voilà, et c'est bêtement aller marcher, quoi. Donc, c'est pas toujours évident. Par contre, je vous entends dire aller à la salle de gym. Oui. Ça vous fait du bien? Oui, mais ça fait longtemps que j'y suis plus allée, mais c'était la meilleure option pour moi. Parce que je pouvais aller à mon rythme, que je pouvais me stopper quand je voulais et reprendre quand je voulais. J'étais pas obligée de suivre avec le reste du groupe, par exemple. Par exemple, bêtement, de la danse. Si un jour je me sens pas bien, je n'y vais pas, la semaine d'après, j'y retourne. J'aurais raté une partie des pas ou alors je vais me stopper pendant la séance et puis finalement, je vais rater aussi des choses. Donc, je parle en connaissance de cause, puisque quand j'étais plus jeune, j'ai un peu testé tous les sports, quoi. Et c'est comme ça que j'ai su que finalement, c'était ce qui me convenait le mieux, c'était la salle de sport.
Alors Cassandra, j'aimerais parler sur les difficultés de concentration ou de retenir des informations. Est-ce que vous rencontrez ces difficultés de temps en temps? Oui, souvent. D'ailleurs, en plus de la maladie, je suis dyslexique aussi, donc finalement, ça ne m'aide pas. Maintenant, je fais un boulot, je travaille donc dans une mutuelle où je gère des dossiers, où il y a beaucoup d'informations à assimiler. Donc, c'est pas toujours évident. Heureusement, j'ai quand même toujours mes notes. Je peux toujours poser des questions à mes collègues, donc ça, c'est top. Maintenant aussi, en tant que maman, j'ai beaucoup de choses à penser aussi. Les rendez-vous médicaux, les activités, l'école, enfin voilà. Donc, je suis obligée de tout noter dans un agenda parce que sinon, j'oublie la moitié. Donc, je suis toujours en train de noter tous mes rappels. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Et ça a toujours été... j'ai eu un parcours scolaire très difficile à ce niveau-là parce que je me rappelle qu'à l'époque, il y avait aussi les douleurs où on ne savait pas trop comment les calmer. Et je me rappelle que à l'époque, je prenais du tafalgocodéine, donc ça assomme vraiment. Et j'étais en classe, mais je n'écoutais pas, en fait. J'étais là, mais sans être là. Et puis, en plus de ça, ma dyslexie fait que quand j'étudiais et que j'avais mes interrogations où je comprenais pas finalement ce qu'on me posait comme question, j'ai doublé 3 fois en secondaire et j'étais dans une école difficile. Enfin, j'ai un très mauvais souvenir de ma scolarité. Parce que j'ai eu tout ça, les traitements le mercredi après-midi qui me prenaient à l'époque tout le mercredi après-midi. Puis le lendemain j'avais cours, donc j'étais très fatiguée aussi de mon traitement du jour d'avant. Donc là aussi pareil, j'avais vraiment beaucoup de mal à me concentrer, j'étais très fatiguée. Donc c'est pas toujours évident au quotidien. Professeur, est-il plus difficile pour les patients atteints de Fabry de se concentrer ou de traiter des informations? Alors effectivement, c'est une plainte qui revient quand même assez souvent, pas systématiquement, mais assez souvent. Et comme Cassandra l'a dit, l'origine de ces troubles de concentration et de ces difficultés scolaires est multiple. Il y a certainement le problème des douleurs, des douleurs chroniques, des traitements qui y sont associés, elle en a parlé. Il y a le problème d'une fatigue liée à la maladie et au traitement, quand même ces perfusions toutes les 2 semaines qui reviennent, l'absentéisme scolaire qui est parfois associé au traitement, donc un ensemble de choses qui font que ces troubles de concentration et ces difficultés scolaires sont plus fréquents chez les personnes avec maladie de Fabry. Alors Cassandra, est-ce qu'il est toujours clair pour vous si votre plainte est causée par votre maladie ou est-ce que c'est quelque chose de normal, par exemple spécifique à l'âge? Bon, pour vous, je vous vois devant moi, une jeune femme de 32 ans, c'est pas lié à l'âge, ménopause et tout ça, mais par exemple, quand on parle des choses saisonnières comme grippe, allergie, est-ce que c'est toujours clair pour vous? Oui, évidemment, je sais très bien que si j'ai un mal de tête ou le nez qui coule, c'est pas lié à ma maladie. Je sais très bien que si j'ai les mains qui brûlent, là oui, c'est lié à ma maladie. J'ai plus tendance à hésiter quand j'ai des maux de ventre. Des fois, je ne sais pas trop si c'est ma maladie ou non. Mais à part ça, non, tout est clair à ce niveau-là. Je sais faire la part des choses. Vous connaissez vraiment vos plaintes et vos symptômes? Oui. Professeur, je vous pose également la question, est-il toujours clair pour les patients si un symptôme est lié à leur maladie ou à autre chose? Effectivement, la plupart des patients se connaissent bien et donc ils repèrent assez bien les plaintes qui sont typiques de la maladie pour tout ce qui est douleur des extrémités, c'est bien identifié. Alors parfois, effectivement, on a certains doutes parce que je veux dire, on peut avoir la maladie de Fabry, mais on peut aussi avoir des problèmes de tendinite ou autres problèmes et ça peut parfois être un petit peu limite et un petit peu à l'origine de confusion. Mais globalement, en règle générale, je dirais que les patients identifient bien les plaintes qui sont liées à leur maladie. Alors Cassandra, vous m'avez dit que votre petit frère, il est atteint, votre maman aussi. Alors au sein d'une famille avec des autres personnes également atteintes, avez-vous l'impression de devoir prendre soin de tout le monde? Prendre soin de tout le monde, non. Après, on a vécu, on a grandi avec la maladie, je vais dire. Donc ça fait partie de nous. Pour nous, c'est un peu la normalité, je vais dire. Donc je devrais justement avoir plus de soutien justement de mon petit frère ou de ma maman qui sont atteints aussi de la maladie, parce que finalement on devrait se comprendre. Il arrive que des fois on se comprend, mais la plupart du temps, j'ai l'impression que c'est pas le cas.
Après, je me rappelle juste quand j'étais plus jeune et que j'étais pas bien par rapport à ma maladie, c'est mon petit frère qui m'aidait parce qu'il me disait je suis le seul à te comprendre, donc il prenait très soin de moi. Donc ça, j'ai quand même un bon souvenir à ce niveau-là. Mais j'ai aussi des mauvais souvenirs parce que j'ai 2 autres frères aussi qui eux ne sont pas atteints de la maladie et que des fois quand je me plaignais, on me disait t'es pas toute seule, il y a aussi tes frères, alors que j'avais besoin de soutien justement parce que j'ai un porte-à-4 qui est aussi difficile à piquer. Où ça a été difficile à cicatriser aussi. Et j'ai mal vécu ça quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, et j'avais ce besoin d'être soutenue. Et j'ai pas été soutenue, donc voilà. Et c'est toujours, oui, ça va, tu te plains. Des fois, j'ai l'impression que tu utilises ta maladie, alors que même l'ont, donc ils savent très bien. Mais on le vit peut-être différemment, donc des fois, ils le savent justement, ils savent ce que c'est, donc finalement, ils vont pas dire oui, on te comprend, non, c'est plutôt oui, t'exagères, parce que eux-mêmes le savent, mais bon, on vit chacun différemment, donc voilà, des fois on se comprend, mais la plupart du temps, j'ai l'impression que c'est pas ça, donc voilà. Cassandra, est-ce que vous avez encore un message pour les auditeurs? Alors, je dirais que quand on est atteint d'une maladie, peu importe, ou même un mal-être ou autre, qu'il est important, si on a la chance d'avoir dans notre entourage quelqu'un sur qui se poser. Par exemple, moi, j'ai mon mari qui m'aide énormément au quotidien, qui sait très bien que je suis malade, que je suis fatiguée et qui fait tout à la maison. Que c'est important de trouver cette personne et de pouvoir partager. C'est important de se lâcher quand on a besoin d'en parler. Des fois, on a besoin de pleurer, on a besoin de se lâcher. Mais qu'il faut quand même sourire et se dire que moi, je me dis tous les jours qu'il y a pire que moi, que j'ai quand même un traitement qui me maintient en vie, qui est là pour m'aider à ce que la maladie n'évolue pas. Je fais tout ce qu'il faut parce que j'ai aussi envie de profiter de la vie avec mes enfants, de voir mes enfants grandir. Et que peu importe, il faut essayer toujours de voir le positif et dans les moments où on a un peu des moments down, de trouver quelqu'un avec qui pouvoir partager, que ce soit même quelqu'un qui partage la même chose que nous aussi. Des fois, ça fait du bien d'en parler. Et voilà. Merci. Professeur, avez-vous encore un message pour nos auditeurs? Je dirais que la maladie de Fabry, on en a maintenant beaucoup parlé, et c'est une bonne chose d'en parler. C'est parce que c'est une maladie rare, donc qui est méconnue. Donc voilà, je remercie Box de cette initiative, et que c'est une maladie chronique. Et donc je pense aussi que les patients ont besoin effectivement de support, et les associations de patients sont là pour ça. Donc en Belgique, nous avons la SBL Box. Il y a aussi plus spécifiquement le Fabry Support Group, qui est une association de patients belge, mais spécifiquement pour la maladie de Fabry. Box est large pour toutes les maladies métaboliques, et donc c'est important, je veux dire, que les patients qui le ressentent puissent avoir aussi un accès à une information différente par les groupes d'associations de patients. Merci professeur pour votre présence et pour votre expertise. Merci pour ce partage. Merci à vous. Cassandra, j'aimerais vous remercier. Vous êtes vraiment une très très belle personne, très courageuse, et je vous remercie pour votre présence et pour ce très beau témoignage. Merci et merci à vous aussi. Merci d'avoir écouté ce podcast sur la maladie de Fabry.